Salut à tous et bienvenue sur Antenne Box. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan d'une année 2021 finalement assez riche malgré le Covid. Et c'est donc l'occasion de faire un petit récap. Meilleur boxeur, meilleur combat, prospect à suivre, combat attendu pour 2022 et plus encore, on en parle tout de suite. Salut tout le monde, donc avant de commencer ce podcast, je vous souhaite à tous une excellente année 2022, qu'elle vous apporte le meilleur individuellement et qu'elle nous amène le meilleur en termes de boxe possible collectivement. Donc comme annoncé dans l'intro, dans ce podcast, je voulais faire un petit récap global de l'année. Pas mal de médias box ont fait des espèces d'awards, c'est aussi l'esprit, mais l'idée pour moi c'est peut-être plus de remettre en avant les choses qui m'ont marqué en les catégorisant et en donnant mon point de vue que de faire des tops bêtes et méchants. Ça me permet aussi un peu de filouter et de vous parler de ce dont j'avais envie de parler. Et du coup, c'est parti, on commence fort d'entrée avec le titre du meilleur boxeur de l'année. Alors là, moi je vais me mettre un peu à contre-courant de ce que j'ai vu. L'ensemble des médias box donne Canelo boxeur de l'année. Alors franchement, ok, ce choix il est difficilement discutable parce que le mec a quand même unifié toute une catégorie en un an, en prenant tous les titres les uns après les autres au champion super moyen et en se faisant même un petit combat supplémentaire contre Yildirim pour le fun. Déjà, d'un point de vue performance, sur la forme, c'est très beau, et surtout d'un point de vue, entre guillemets, donné aux fans, c'est très cool, parce qu'il a beaucoup combattu cette année, ce qui a aussi donné beaucoup d'exposition à la boxe, vu que c'est un peu la tête d'affiche numéro 1 de ce sport. Et on a vu qu'à l'heure où on dit souvent que la boxe se fait bouffer par le MMA, même Dana White, le président de l'UFC, suivait son combat contre Caleb Plant en plein pendant son propre événement. Donc merci Canelo pour ce qu'il a donné à la boxe cette année et bravo pour la performance. Maintenant, la seule chose qui fait que je minimiserai, toujours entre guillemets, et que je pourrais avoir envie de le donner à un autre boxeur que je vais vous annoncer juste après. Je sais que je suis hyper dur et pas forcément de bonne foi, mais l'idée c'est vraiment de partager mon ressenti. Donc comme je disais, le seul truc que je minimiserai, c'est que cette conquête, il l'a fait que contre des adversaires qu'on savait qu'il allait battre. Après, cette année boxe, elle nous aura aussi encore une fois prouvé que rien n'est acquis et qu'on peut avoir de gros upsets. Mais même les combats nous l'ont prouvé en fait. Aucun de ces boxeurs n'a été en mesure de contrarier un minimum Canelo. Il a pris tous ses titres en récitant sa partition. Après, il est très très fort. Donc concrètement, c'est dur de trouver un défi à sa taille. Mais voilà, du coup, c'est ce qu'on veut un peu avec Canelo. On veut qu'il gagne contre des mecs où on a plus un doute. Où on veut un combat plus disputé, comme à l'époque contre Golovkin par exemple. Là, maintenant qu'il a atteint ce sommet, je pense que ce qu'on veut tous voir, et on le sait, c'est un Beterbiev, un Bivol, un Benavides, ou encore même si ça se faisait à nouveau contre un Golovkin. Voilà, les niveaux d'opposition qu'on veut à peu près. Donc je le répète, sur la forme, Canelo mérite 100 fois le titre de boxeur de l'année. Pour ce qu'il a donné et accompli, sur le fond, certains boxeurs cette année peuvent revendiquer d'avoir triomphé d'une plus grande adversité que lui. Même si ça n'enlève rien à son mérite, en fait, c'est juste que ça en rajoute au mérite des autres et de l'autre en l'occurrence. Donc forcément, une fois que j'ai dit ça, qui est le boxeur qui m'a le plus impressionné cette année ? Forcément, c'est évidemment, je pense que vous l'aurez deviné en amont, Alexander Usyk. Là aussi, je suis peut-être un peu biaisé, mais même si j'y croyais, sa performance contre Joshua, elle m'a vraiment scotché. Le voir à un tel niveau de maîtrise après les doutes qu'on avait émis suite à son combat contre Chisora, et le voir aussi fort, franchement, c'était impressionnant. Parce que Usyk, c'était bien, comme on dit, l'underdog dans ce combat. Il partait pas forcément favori, même si on connaissait ses qualités. Dans cette catégorie, contre un boxeur puissant comme Joshua, on peut clairement dire qu'il a réalisé un renversement. Surtout que ici, la performance, elle doit être vue avec un regard d'ensemble. Parce que ces titres qu'il prend à Joshua, c'est l'aboutissement d'un travail commencé bien avant, où il a unifié toute la catégorie des lourds légers contre de très bons boxeurs, comme Gassiev, comme Briedis, etc. Et à chaque fois en plus à l'extérieur, là où un Canelo par exemple joue toujours à domicile. Et là, il va en Angleterre prendre les titres de Joshua en passant à un cheveu en plus de le mettre KO en fin de combat. Donc moi je dis immense respect. Et surtout au-delà de ça, c'est un boxeur que j'adore en termes de style, d'intelligence de ring, qui nous prouve à nous les amoureux de ce sport que oui, en boxe c'est le cerveau qui triomphe du muscle et c'est la plus belle chose qu'on puisse amener à la boxe que prouver cet état de fait en fait je trouve. Et puis, c'est aussi un personnage assez marrant et charismatique, ce qui enlève rien. Voilà pourquoi, pour moi, et c'est encore une fois très subjectif, et je reçois totalement les arguments en faveur de Canelo,
Mais voilà, le petit supplément d'âme pour lequel mon boxeur de l'année, en tout cas, c'est Alexander Usyk. Donc pour fermer la marche, derrière, sur un top 5, du coup là je suis parti sur un top 5, les autres c'est plus des top 3. J'ai 3 autres noms, donc évidemment, mais là c'était très dur d'en supprimer certains. Évidemment Josh Taylor, parce qu'il a unifié la catégorie des super légers en battant José Ramirez. Il avait battu de bons boxeurs avant, comme des Prograis, des Postol, des Baranchik. Donc pareil, ici, cette unification, c'est une sorte d'aboutissement qui le place bien sûr comme un des boxeurs de l'année, même si, après encore une fois, de façon très personnelle, Josh Taylor, c'est pas un style qui, moi, me fait vibrer, mais ça reste un très bon boxeur, bien sûr, qui a eu cette année entre les mains tous les titres de sa division, donc même s'il a combattu qu'une fois cette année pour ça, ça reste pas anodin. On a aussi derrière un Stephen Fulton, donc chez les Supercoques, qui aura fait une très belle année, et si Taylor était pas undisputed, je l'aurais mis devant Fulton, parce que cette année, il a pris le titre WBO à Angelo Leo, puis le titre WBC à Brandon Figueroa, ce qui en fait un champion unifié, et pour moi, c'est aujourd'hui le numéro 1 de sa catégorie. Et puis, franchement, il faut le dire, Fulton, il est assez stylé, il a une grosse vitesse de bras, il a des belles combinaisons, un très bon coup d'œil. Et si Inoue montait, j'adorerais voir un combat entre les deux. Si vous le connaissez pas trop, et ça peut arriver parce que je sais que les petites catégories sont en général moins suivies, intéressent moins, vraiment allez le checker, c'est un super boxeur. Et son style, il fait un peu penser à celui de Gary Russell Jr., qui est un boxeur que j'adore aussi. Pour fermer la marche, je mets un Vassili Lomachenko parce que je pouvais pas ne pas parler de lui. Il nous fait une renaissance énorme depuis qu'il a perdu ses titres et il nous a sorti 2 masterclass cette année. D'abord contre Nakatani, qui en plus est très grand par rapport à lui, qui est assez petit, et on n'a rien vu parce que Loma l'a littéralement éteint. Et ensuite contre un Kome, où là encore, on voit l'étendue de sa classe. C'est tellement un artiste et on a tellement de chance de voir ce mec boxer à notre époque. Ça va rester, c'est sûr, un monument de la boxe pour tout ce qu'il a accompli et son style qui est si spécial en fait. Donc j'espère vraiment de tout mon cœur qu'en 2022, il pourra ravoir sa chance pour réaliser son rêve et unifier la catégorie des légers. Surtout que lui, concrètement, il se cache jamais, il est prêt à affronter tout le monde. Et ce que je trouve remarquable, c'est qu'en plus, il continue à progresser. Où là, je trouve qu'il a encore ajouté une vraie puissance à sa palette, alors que c'était un peu un déficit qui lui faisait défaut. Et là, il s'est encore renforcé là-dessus et c'est devenu encore plus une machine pour moi. Et du coup, quand on voit ce qu'il fait cette année par rapport aux performances d'un Lopez, dont on va parler, je peux que me dire, je peux pas ne pas me dire en tout cas que cette défaite, c'était un accident. Donc voilà, pour l'histoire, j'espère qu'il pourra rattraper cette perte et ce sera encore plus beau du coup. Donc chapeau à lui pour son retour en 2021 et on espère encore et toujours le voir plus fort sur des combats en jeu en 2022. Voilà tout pour mon top 5 des boxeurs de l'année. J'ai pas mis Tyson Fury parce que ces 5-là pour moi ont fait une meilleure année dans le sens où Fury n'a boxé malheureusement qu'une fois contre le même boxeur depuis 3 combats, ce qui n'enlève rien à la performance dont on va parler très vite après. Et surtout du coup, pas pour un titre puisque le titre en jeu était le sien. Donc voilà pourquoi il arrive un peu derrière, même si bien sûr, très objectivement, je le mets dans les top boxeurs actuels en termes de niveau. On peut maintenant passer au combat de l'année. Alors là, je peux que rejoindre la plupart des Mediabox et on vient d'en parler juste avant. Pour moi, c'est bien sûr Fury Wilder 3. Alors, je sais que les puristes ont tendance à dire oui, mais c'était pas vraiment de la boxe, plus du combat de gladiateur, techniquement c'était pas ouf, etc. Ok, mais putain, quelles émotions on a eu, quel combat titanesque où 2 mecs sont allés au bout d'eux-mêmes. Et bien sûr, j'adore la boxe pour sa technique, mais je l'aime plus encore pour les émotions uniques qu'elle me procure. Et en termes d'émotions, c'était juste fou. Surtout par rapport au récit global que ça trace, ce combat est légendaire. La fin de cette trilogie qui était si controversée, ou alors qu'on attendait un combat Joshua contre Fury, on a un juge qui impose le 3e Wilder Fury, on est tous dégoûtés, on se dit tous que ce combat n'a aucun intérêt. Finalement, avec le temps, on se rehype tous un peu timidement et on assiste à ça. Et aussi, et en plus on va en parler, à un Joshua Usyk où là les amateurs de technique ont été servis. Mais pour développer sur Fury Wilder 3, on pensait tous que Wilder était cramé. On le voit arriver ultra agressif. Finalement, il tombe au round 3. On se dit qu'il va reprendre une punition comme au 2e combat. Et là, il fait tomber Fury 2 fois dans le 4e round. Ensuite, c'est une guerre d'usure où on finit par voir Wilder dominer, mais ne jamais lâcher et rester toujours dangereux. Pour au final voir Fury s'imposer par un KO incontestable. Donc on aura vu une guerre qui sera l'aboutissement d'une rivalité qui va rester dans l'histoire. Et on aura même droit à un post Instagram de Wilder qui félicite Fury. Donc moi je donne
la primeur aux émotions et à un combat où en plus les deux boxeurs sont sortis encore grandis, alors qu'à la base on faisait tous les fines bouches. Donc merci au juge Weinstein d'avoir ordonné ce combat et de nous avoir offert ça en 2021. Mon combat de l'année numéro 2 du coup c'est Usyk contre Joshua. Pour moi impressionnant d'un point de vue intensité et rythme quand on sait qu'on est chez les lourds et aussi au niveau maîtrise technique. Ça a fini par faire défaut à Joshua parce qu'il est tombé sur un maître technicien en la personne d'Usyk, mais c'est cette approche qui nous aura offert un beau combat avec un upset comme on les aime, puisque même si Usyk avait ses chances dans cette catégorie, contre un mec avec de la puissance comme Joshua, il partait pas favori. Donc ici aussi, on a eu un très beau combat dans un registre différent et des émotions qui en fait pour moi un sommet de 2021. J'en ai beaucoup parlé déjà dans un podcast, dans plusieurs podcasts même, donc je vais pas trop revenir dessus. Enfin, le troisième combat qui vient clôturer ce top, c'est Chocolatito contre Estrada 2. Une guerre incroyable à mi-distance où on a vu pleuvoir les coups avec une intensité folle et où j'ai retrouvé le Chocolatito qui me plaît tant et qui pour moi et pour beaucoup avait encore gagné ce combat puisque pour rappel il avait gagné le tout premier. Et c'est d'ailleurs pour cette controverse entre guillemets qu'on devrait avoir normalement un troisième combat en 2022, même si voilà c'était pas un vol bien sûr. Ça pouvait pencher d'un côté comme de l'autre, je comprends les arguments, je suis pas indigné, mais je voyais quand même Chocolatito devant. Et j'espère me régaler autant que devant le deuxième et que ce troisième combat sera aussi intense. Maintenant qu'on a parlé des meilleurs combats, il faut parler de l'upset de l'année. Alors là aussi, on a, ou en tout cas tout le monde a un combat en tête qui n'est pas forcément celui que je vais dire en numéro 1, puisque pour moi, l'upset majeur de 2021, et je vais m'expliquer, c'est le combat entre Mauricio Lara et Josh Warrington qui date de février, parce qu'on a quand même un Warrington qui est un boxeur censé être au top de sa catégorie, même si c'est discutable pour beaucoup, qui est quand même une superstar, un boxeur extrêmement populaire grâce à toute la communauté de Leeds qui le suit, qui se fait tabasser par un Mexicain inconnu sorti de nulle part. Warrington, il finit même avec un masque à oxygène sur le ring après un KO hyper violent, qui fait suite à des knockdowns précédents, et franchement, l'upset pour moi il est incroyable, et au-delà de ça, moi je kiffe voir un mec dans une si petite catégorie capable de frapper fort comme Lara, donc pareil j'avais un peu envie d'en parler. Moi j'étais hyper excité par la revanche et je donnais un gros crédit à Warrington de l'avoir pris en septembre parce que ça arrivait assez vite, mais ça a finalement donné lieu à un no contest à cause d'un choc de tête accidentel assez tôt. J'étais dégoûté parce que j'étais super hypé par ce combat et j'espère que cette revanche aura lieu, même si j'ai beaucoup de doutes du coup. Et sinon j'aimerais bien revoir Mauricio Lara qui amène vraiment quelque chose d'atypique je trouve, mais du coup je répète, de mon point de vue, ça a été vraiment l'upset de l'année. Une sensation un peu comme quand Ruiz a battu Joshua, où voilà, il sortait un peu de nulle part. Pareil, un Mexicain en plus qui bat une superstar britannique, donc voilà, je le compare un peu à ça, et vraiment, pour moi, c'était assez remarquable. Après, bien sûr, l'autre upset majeur de l'année, auquel on pense tous immédiatement, on va dire, allez, premier ex-aequo, c'est évidemment Lopez Kambosos. Moi, le premier, je pensais que Lopez allait fracasser Kambosos parce que j'avais vu quelques-uns de ses combats et qui m'avaient pas impressionné du tout. Surtout contre Lee Selby, son dernier combat en date. Après, pour moi, c'est plus Lopez qui perd ce combat que Kambosos qui le gagne parce que il est vraiment allé comme un abruti, je trouve, Lopez. Et quelque part, c'est bien fait pour lui. Il a voulu faire le malin, qui allait exploser Kambosos très tôt, sauf qu'il s'est jeté n'importe comment, qu'il s'est fait surprendre et qu'il s'est même mis lui-même dans le doute en fait, en se prenant un contre qu'il met à terre et en finissant par se retrouver incapable de trouver des solutions. Je pense que s'il avait boxé plus intelligemment et méthodiquement, il aurait vraiment pu gagner ce combat. Je pense aussi que son entourage, il est assez néfaste pour lui. Son père, il fait que attirer l'attention sur lui, donc sur lui lui-même, pas sur Lopez Junior. Donc je pense que quand t'as déjà un caractère assez bouillant comme Teofimo, t'as besoin d'un coach qui tempère, qui canalise, pas qui en rajoute. Même sa façon de lui dire tout le temps que c'est le meilleur, de l'appeler champ à tout bout de champ, comme on pouvait le voir dans le docu qu'il y a eu avec Matchroom, je pense qu'il l'aide pas à se remettre en question. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit à la fin du combat où les deux sont d'une mauvaise foi incroyable. C'est un peu le karma qui leur a joué des tours suite au combat contre Lomachenko, après lequel ils se sont vus, je pense, un peu trop beaux. Et voilà, Lopez, pour moi, ça reste un bon boxeur. Je pense qu'il n'y a pas tout acheté. Il faut pas tout de suite dire c'est la fin, en fait, il est nul, etc. Pas du tout. Mais je trouve qu'il a abordé ce combat de la mauvaise manière, même si les circonstances ont dû être chiantes à gérer avec tous les reports. Mais Kambosos a subi la même chose. Et il est entré dans le combat avec la mauvaise attitude.
et c'est ce qui lui a coûté. Donc en miroir, félicitations aussi à Kambosos pour avoir su bien aborder cet affrontement, être resté calme, mature, avoir mis en place une stratégie, et du coup, c'est une victoire qu'il aura méritée de bout en bout. Le dernier, pour moi, je l'ai mis dans un upset, même si c'est pas forcément le cas, mais j'avais prévenu que j'allais un peu fidouter, mais c'est parce que j'avais envie d'en parler un peu dans ce petit bilan. C'est Frank Sanchez contre Efe Ajagba, où je trouve qu'on a vu les limites criantes d'un Ajagba, qu'on voyait comme un prospect solide et qui a pas su trouver en fait des solutions contre un excellent Sanchez. Après, c'est un combat qui a fini par devenir un peu chiant à la longue. Même si l'école cubaine est très raffinée, à la longue, quand c'est trop fuyant, ça peut devenir lourd à regarder, comme ce qu'a fait Rigondo contre Casimero par exemple. Et là, on avait un Ajagba un peu perdu, je trouve. Donc je voulais en parler parce que Sanchez a fait une bonne impression, même si j'aimerais le voir travailler plus actif, et qu'Ajagba a beaucoup déçu en montrant qu'il était finalement pas si solide par rapport à ce qu'on en attendait. On enchaîne, et ça fait un peu la transition sur les déceptions de l'année, puisque Ajagba aurait pu être un peu dedans, mais j'ai fait un classement plus sévère et vraiment extrêmement subjectif, donc là je me suis fait plaisir. Donc en numéro 1, je mets celui que j'adore détester, Ryan Garcia. Alors oui, je suis dur parce que cette année en janvier, il a quand même battu Luke Campbell, et je salue la victoire vraiment très honnêtement. Mais derrière, il nous a sorti un festival de conneries. Alors, il a commencé par appeler tout le monde suite à sa victoire, les Davis, les Haney, etc. On s'est tous chauffés en se disant, ça y est, ils vont tous s'affronter, les fameux Four Kings. Finalement, personne n'a combattu personne. Il n'y a que Haney et Lomachenko qui sortent du lot pour moi et qui ont pris vraiment des risques. Mais bref, Garcia, il l'a ouverte partout pour ne rien annoncer de concret ensuite, en fait. Puis finalement, il nous sort du chapeau un combat contre Pacquiao, qui était totalement faux. Donc le mec, en plus de ses vidéos YouTube et Insta, maintenant il nous fait des petits montages Photoshop dans sa chambre. Ensuite, il annonce Fortuna, il se chauffe avec Jojo Diaz. Finalement, il fera aucun des deux suite d'abord à des soucis psychologiques pour le premier contre Fortuna, et une fracture de la main, je crois, pour le deuxième contre Diaz, où d'ailleurs Diaz a fini par brillamment combattre Fortuna et gagner. D'ailleurs, j'aurais bien volontiers donné le prix des balls à Diaz pour être allé au charbon cette année contre Fortuna et contre Haney, après être monté de catégorie et avoir fait hyper bonne figure. Franchement, respect pour ce boxeur que j'aime beaucoup. Mais pour en revenir à Garcia, dernier fait en date, après la victoire de Kambosos, il sort du bois pour nous dire qu'il le veut pour son prochain combat. Putain, mais mec, t'es qui pour exiger un champion undisputed? T'as 0 titre, t'as combattu personne, t'es même pas mandatory en vrai. Bref, ce mec il me tend. Après, j'admets qu'il a pas eu de chance cette année, mais ici aussi c'est le retour de bâton, qu'il parle moins et qu'il fasse plus, et il s'exposera pas à ce genre de critiques, qui pour moi, vraiment, je dis que c'est subjectif, mais c'est quand même un peu justifié, je trouve. J'espère malgré tout le voir reprendre le chemin des rings en 2022 et qu'il me donne tort. En vrai, c'est tout le mal que je lui souhaite. Le numéro 2, j'ai envie de dire que Rigondo m'a beaucoup déçu contre Casimero. Je trouve qu'il a quasiment rien proposé. C'est un peu triste de voir un boxeur qui est si fin techniquement devenir si ennuyeux. J'ai pas envie de m'étendre, mais voilà, vraiment j'ai été déçu par Rigondo, et c'est quelque chose qui continue un peu, donc je trouve que c'est dommage. Sur le numéro 3, là aussi sévère, mais c'est un peu un coup de gueule. En fait, j'aurais dû appeler cette catégorie les coups de gueule plutôt que les déceptions. Mais bon, vous comprenez quoi. Donc ici, je place Gervonta Davis. Alors oui, il a gagné encore contre Cruz, mais il a été vraiment en difficulté en montrant que lui aussi pouvait avoir ses limites. Et vraiment, ce qui me gave avec lui, c'est cette façon de se croire dans une dimension parallèle hors circuit, où il boxe que des mecs que lui va piocher entre chaque catégorie, en se considérant un peu comme un champion, mais en affrontant personne d'autre que des mecs qu'il va sélectionner selon ses critères à lui. Et pour moi, c'est en plus le plus mature de cette jeune génération de légers, et il faut du coup des défis à sa taille, en plus dans un circuit entre guillemets régulier, plutôt que dans son monde à lui où il est champion undisputed de Gervonta Land. Voilà, dans mon coup de gueule en 2022, Gervonta, s'il te plaît, boxe des légers de ton ranking et montre-nous vraiment ce que tu vaux. Voilà, maintenant qu'on a évacué la haine, on va pouvoir parler des KO de l'année. Pour moi, le numéro 1, même s'il m'a fait mal au cœur, c'est bien sûr le KO que met Oscar Valdez à Miguel Berchelt. Alors mal au cœur parce que j'adore Berchelt, donc c'est dur à voir, même si j'aime aussi beaucoup Valdez. Mais il mérite d'être au top parce que déjà il vient clôturer une performance XXL de Valdez, parce qu'il arrive après un enchaînement d'esquives incroyable où il vient ensuite éteindre complètement Berchelt,
pour la symbolique en plus, où c'est l'oppressé qui dégomme l'oppresseur, parce que Berchelt à la base c'est quand même une brute, et on pensait que ça allait être très dur pour Valdez de résister à sa puissance. En plus, au-delà de tout ça, ça vient ponctuer et mettre un point final à une métamorphose que Valdez avait commencé à enclencher pour être moins un combattant de contact qui prend beaucoup de coups, mais pour être plus capable de rentrer avec sa vitesse et de ressortir pour pas se faire toucher. Un travail qu'il a fait avec Reynoso, qu'il a mis du temps à assimiler, à peaufiner, et qu'il a exécuté à la perfection ce soir-là contre Berchelt. Donc pour toutes ces raisons, je trouve que ça donne un retentissement encore plus exceptionnel à ce KO, qui est ultra impressionnant déjà à la base, et c'est pour ça que pour moi, il est vraiment numéro 1 hors compétition. Ensuite, quelques KO que j'avais envie de retenir. Alors il y a celui de Kiko Martinez contre Kid Galahad, déjà parce que c'est une grosse renaissance pour Martinez, et parce que Galahad il finit littéralement les bras en croix sur le ring. Ensuite, il y a celui de Rosado contre Melikuziev. Donc Melikuziev, combattant ouzbek en pleine ascension, que ses promoteurs voulaient faire monter. Lui aussi, c'est un peu une brute. Et il se prend un gros KO vicieux de Rosado, qui est un combattant que je trouve très méritant, super courageux. Donc ça m'a fait plaisir pour lui. Surtout que je suis pas fan à la base de Melikuziev. J'aime pas trop son style. Il y a le KO de Conor Benn qui met à Chris Algieri. Là aussi, j'ai envie d'en parler parce que je trouve que Conor Benn a vraiment progressé récemment. Donc je le mets là aussi parce que j'avais envie de saluer cette progression. Enfin, je mettrai le KO de Zepeda contre Vargas, où Vargas a beaucoup trop fait le malin et le nerveux à la pesée, et il s'est fait fracasser par Zepeda très rapidement, donc là aussi j'étais très content. Plus ça dure ce podcast, plus je deviens hard, il va falloir que je me calme, sinon je vais finir par insulter tout le monde à la fin. Bref, on passe au prospect de l'année. Il y a quelques catégories que je mets pour ponctuer, où je vais pas forcément détailler. Celle-ci elle en fait partie, mais dans ma liste de prospects très chauds qu'on attend en 2022 parce qu'ils ont continué à montrer des choses en 2021, il y a bien sûr d'abord Jared Anderson en poids lourd qui a fait forte impression cette année. On a Jaron Ennis qui est un peu un de mes chouchous chez les welter du coup, mais donc aussi chez les prospects, très très intéressant dans une grosse KT qui monte clairement d'intensité. On a Munguia aussi chez les mi-lourds que j'aime beaucoup. Et enfin, je voulais parler de Brandon Lee chez les super légers qui commence à vraiment bien faire parler de lui et qui pourrait faire de très belles choses en 2022. Sur les entraîneurs de l'année, pareil, en assez rapide, pour moi il y en a deux qui sortent vraiment du lot. Il y a Reynoso cette année pour tout ce que ces boxeurs ont fait, et bien sûr Anatoly Lomachenko pour ce que fait Vasily, et aussi pour son école en fait, qui est aussi un peu celle du Zik et qui a accompli une performance incroyable aussi cette année. Donc vraiment, voilà, cette année, je vois pas d'autres qui ont accompli autant. Et c'est pour ça que ça les place, je trouve, cette année encore au top de tout. Alors maintenant, on va parler des Français de l'année. Donc bien sûr, d'abord une pensée pour Goulamirian qui aura pas pu faire son retour à cause du Covid. Donc dégoûté pour lui, qu'on attendait contre Egorov. Et aussi pour Tony Yoka qui doit annuler son combat qui était à venir contre Bacolé le 15 janvier à Bercy à cause de la jauge sanitaire. Donc c'est vraiment décevant, surtout qu'on était content de le voir enchaîner après sa belle victoire contre Milas à Roland-Garros. Pour moi, le Français de l'année, c'est Souleymane Sissoko. 3 combats, 3 victoires cette année, avec la manière et un titre WBA intercontinental pris chez les Super Welter contre Kieron Conway. Il a fait son bout de chemin sur les cartes Matchroom et c'est super encourageant. Derrière, je trouve qu'on a Christian Mbili qui souffre un peu de manque de visibilité, mais qui fait une belle année aussi. 3 combats, 3 victoires, dont la dernière en date contre Ronald Ellis, qui avait combattu Benavidez juste avant et qui est un des sparring de Canelo. On a aussi Kevin Lelesadjo qui a pris un titre européen récemment contre Jack Cullen et qui avait aussi gagné un combat plus tôt dans l'année. On doit aussi parler de Bilal Shkitou qui a fait une très très grosse guerre contre Sam Edgington, et même s'il a perdu, il a gagné le respect à la fois en Angleterre et du grand public, et ça c'est à saluer parce que, pareil, je répète des trucs qu'on a déjà entendus, mais voilà, on disait beaucoup que c'était un boxeur Instagram, et au final il a prouvé que il pouvait aller au charbon et faire une grosse guerre où on s'en met des lourdes et on finit à moitié défiguré. Et enfin, petite mention pour un de mes chouchous chez les sports français, Milan Pratt, qui continue son chemin et c'est hyper encourageant. On a une belle génération, je trouve, qui arrive, notamment pour les jeux. Je pense aussi par exemple à un Hugo Gros qui a gagné le championnat de France amateur dans sa catégorie, mais aussi à d'autres noms qui montrent qu'on a un bon niveau et c'est vraiment de bon augure. Je voudrais enchaîner en parlant de 2 enculeries qui m'ont marqué cette année. Donc on arrive dans la catégorie enculerie. D'abord, et ça va faire le lien avec la catégorie avant, le combat Soro contre Madrimov. Alors, ok, Michel Soro était pas au top de sa forme, mais c'est dur après une aussi longue inactivité en fait. Mais il était quand même dans le combat, il montait en puissance jusqu'à une série qui se prend, où il est un peu dans le dur.
mais où il se fait arrêter par l'arbitre après la cloche, au moins après 7 coups de son adversaire derrière le gong. Donc franchement, c'est scandaleux. Et maintenant, on se dit qu'on envoie même nos boxeurs se faire niquer en Ouzbékistan. Donc j'espère sincèrement qu'il y aura un rematch. Pour moi, c'est honteux ce que fait l'arbitre. Je sais pas, c'est ton job, t'es censé écouter la cloche, quoi. Donc voilà, j'étais vraiment dégoûté devant ce combat. J'étais un peu déçu par la performance de Soro au début. Après, voilà, c'est comme je dis, c'est dur après une telle inactivité. Je trouvais qu'il était un peu rigide, mais il se remettait bien dedans. J'aurais aimé voir jusqu'où ça pouvait aller et j'étais vraiment déçu que ça se finisse comme ça. Un autre combat qui m'a dégoûté, donc dans cette catégorie il y en a deux, parce qu'il y en a deux qui m'ont vraiment marqué cette année, c'est le combat Joe Smith contre Maxime Vlasov. J'en avais déjà parlé et j'aime beaucoup Joe Smith en plus, mais comment est-ce qu'on peut autant voler Vlasov qui avait fait une super performance? C'est la chance d'une vie en fait pour un mec comme lui, et il se fait niquer juste parce qu'il est aux USA et que les juges sont américains, ils sont pas tous américains, mais bon voilà, vous avez compris quoi, donc un peu pro-US. Et ça, je trouve que c'est vraiment un des cancers de la boxe et j'en peux plus. Je sais que beaucoup voient aussi le combat Valdez contre Conceição comme un vol. J'en ai parlé aussi dans un autre podcast et c'est pas forcément mon cas. J'étais d'accord avec les décisions, même si ok, c'était serré, c'est discutable bien sûr. Mais pour moi, Conceição, il a fini par manquer d'activité et d'expérience et ça, il s'est un peu saboté tout seul en arrêtant de boxer pour faire le malin. Et dans un combat pour un titre, tu peux pas te permettre ça. Quand t'es challenger, si tu veux gagner, c'est un peu injuste quelque part, mais ça a toujours été une règle implicite de la boxe. Il faut faire plus que le champion. Donc pour moi, j'ai pas vu de vol manifeste. Je voulais maintenant rajouter une catégorie que j'ai appelée les statements de l'année, un peu pour parler de deux combats hors des catégories classiques. Dedans, je voulais mettre le combat de Shakur Stevenson contre Jamel Herring, où on a vu l'affirmation, je trouve, d'un immense talent, avec un excellent Shakur qui a dominé son sujet et que je voyais pas autant surclassé et avec une telle facilité un Jamel Herring qui est un boxeur hyper expérimenté. Et pour moi, là, il est vraiment chez les grands et j'attends beaucoup pour 2022. Donc voilà, il a envoyé un message pour moi avec ce combat et avec le niveau qu'il a affiché. Le deuxième combat que je voulais mettre dedans, même s'il me fait mal au cœur, c'est Oubaali contre Donner. Je voulais aussi en parler un peu. Mais pareil, ici, pour moi, il y a un statement que Donner donne. À l'âge qu'il a, ça reste un très 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 bon boxeur qui mérite son statut de Hall of Famer parce qu'il a su surprendre Oubaali, qui est pour moi aussi un excellent boxeur. Donc voilà, vraiment, Oubaali, c'est même pas parce qu'il est français, je trouve que c'est un très très bon boxeur. Donc bravo à Donner, au-delà de tout ça, pour ce qu'il a réussi à proposer depuis tant d'années. Et voilà, même si c'est très dur pour Oubaali, je trouve que ça vient bien ponctuer la carrière de Donner en un sens. Sur les prix féminins maintenant, ça va aller assez vite, mais sur les boxeuses, on a clairement pas photo sur certains points. Il y a bien sûr Katie Taylor et Amanda Serrano qui sortent du lot, je trouve. Très bonnes années pour toutes les deux, même si je mets Taylor un peu devant pour tout son bagage technique et aussi parce que pour moi, elle est impliquée dans le combat de l'année contre Natasha Jonas en début d'année. Et sur le KO féminin de l'année, ça surprendra personne, je pense, mais le KO que place Baumgartner sur Terry Harper, il est hyper impressionnant. Un KO qui donne vraiment tout son sens à l'expression KO debout, donc je le recommande si vous ne l'avez pas vu. Avant-dernière catégorie, je voulais mettre en lumière 3 underdogs de l'année, donc des boxeurs un peu moins médiatiques, mais qui sont à prendre au sérieux pour 2022 et qui ont fait de belles choses en 2021. Donc voilà, comme je disais, il y a un peu des catégories où je me suis arrangé pour parler de ce que je voulais parler, mais voilà, j'ai trouvé des petits labels. Le numéro 1 pour moi, c'est Brian Castagno, extrêmement sous-coté, qui fait un match nul contre Charlo. On attend la revanche pour un undisputed chez les super welter, mais je trouve que c'est un excellent boxeur, assez peu médiatisé malgré le fait qu'il soit très fort, avec un solide palmarès. En numéro 2, je voulais parler de Yordenis Ugas, qui lui aussi est assez sous-coté, qui est un bon boxeur appliqué, un cubain à l'opposé du style traditionnel, mais pareil, c'est un battant qui mérite ce qui lui arrive et qui se distingue pour avoir combattu Pacquiao pour son dernier combat cette année, et qu'on attend du coup en 2022 normalement contre Errol Spence, et personnellement ce combat, moi, il me chauffe énormément. Et enfin, je voulais parler de Joe Joyce, qui a battu, il faut le souligner, un bon Carlos Takam cette année, et je confirme, après avoir battu Dubois, et qui confirme, pardon, après avoir battu Dubois l'an dernier, il est un peu dans l'antichambre d'un titre mondial, et je trouve qu'il le mériterait. On peut ne pas aimer son style, mais ça reste un boxeur efficace, et surtout, on aimerait bien le voir contre notre Tony Yoka national. Mais voilà, en dehors de ces considérations, je trouve que c'est un boxeur qui mérite, c'est un boxeur quand même dur au mal, et comme je l'ai dit, Takam, moi je trouve qu'il a bien combattu, il a montré qu'il était très en forme, et Joyce il a montré que sur une accélération, il pouvait
prendre le dessus. Certains vont râler sur le fait qu'il soit fait arrêter. J'étais le premier aussi à trouver que c'était un peu un scandale. Mais c'est vrai que quand on voit le truc, ta cam répond pas pendant trop longtemps et prend trop de punitions. Et donc c'était quelque part assez logique. Et enfin maintenant, dernière KT, les attentes pour 2022 en termes de combat. Alors là, un peu dans tous les sens, mais les combats que j'aimerais voir, déjà il y a Beterbiev soit contre Canelo, évidemment, ou alors contre Bivol, qui sort lui d'une performance très maîtrisée contre Oumar Salamov, mais dans un combat plus pour les puristes. Et moi j'ai envie de vraiment voir où il se situe dans un affrontement au sommet comme celui-là. Donc pareil, Bivol contre Canelo, je dis oui 100 fois. Canelo, j'aimerais aussi le voir contre Benavides. Évidemment, obligé de le dire, même si j'y crois moins, Spence contre Crawford, vu que Spence va faire Ugas, pourquoi pas un Vergil Ortiz contre Crawford en attendant, et puis ensuite ce fameux combat qu'on attend tous. J'aimerais bien voir Golovkin revenir aussi en 2022, donc j'espère que son combat annulé contre Murata pourra se faire, parce que c'était pas mal, je trouve, comme affiche. Et sinon, contre Canelo aussi, pourquoi pas enfin cette trilogie. J'aimerais bien voir un Casimero contre un Inoue. Inoue aussi, je l'ai dit, s'il finit par monter, j'aimerais bien le voir contre Fulton. Un Goulamirian contre Okoli, ça me plairait bien aussi. Et chez les lourds, j'aimerais bien un Gassiev contre un Andy Ruiz. Ça, j'y pensais, ça me plairait bien. White contre Fury pour patienter la revanche entre Joshua et Usyk. Ce serait cool que ça se fasse. Donc c'est dans les chiots apparemment. Mais je trouve que ce serait assez sympa à voir. Il y a un triptyque qui me plaît. Alors j'aimerais beaucoup revoir Wilder. Un Wilder Yoka, ça me ferait rêver. Après, c'est difficile parce que je trouve que Wilder, il mériterait de regagner après sa guerre contre Fury. Et forcément, contre Yoka, j'aurais pas envie que Wilder gagne. Donc, pourquoi pas un petit Wilder contre Joe Joyce. Ça, ce serait vraiment kiffant et ça permettrait de tester encore plus la mâchoire en granit de Joe Joyce. Alors, bien sûr, Joyce Yoka, j'adorerais, mais j'y crois peu aussi. Et pour finir, j'aimerais bien un petit Shakur Stevenson contre Oscar Valdez et un Lomachenko contre Gervonta Davis. Voilà un peu tout ce qui me ferait vibrer pour 2022, pêle-mêle comme ça. N'hésitez pas à me donner votre avis aussi sur les combats qui vous plaisent. C'est la fin de ce podcast bilan. Merci de l'avoir suivi. Je pense clairement que c'est le podcast le plus long que j'ai fait, mais il y avait beaucoup de choses à dire et ça comble aussi quelques périodes d'inactivité de ma part sur certains combats. J'espère vous retrouver plus régulièrement en 2022. Après, comme je le dis souvent, je fais ça vraiment par passion. Avec un taf à côté, c'est très chronophage, donc parfois c'est dur d'être régulier, mais je fais vraiment au mieux. N'hésitez pas à me partager vos tops, vos réactions et vos avis en commentaire. Merci à tous ceux qui me soutiennent, ça m'encourage beaucoup et c'est ce qui me donne l'énergie pour faire ces podcasts. Donc si ça vous plaît, s'il vous plaît, mettez un like, commentez, partagez, mettez une bonne note sur les plateformes de podcast. Vous pouvez aussi suivre le compte Instagram Antennebox. Ça, pour le coup, je vais essayer de le reprendre en main. J'avoue que j'y vais beaucoup moins ces derniers temps. Mais les podcasts aussi, d'ailleurs. C'est en tout cas mes bonnes résolutions 2022. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Le meilleur